Le savoir sert-il à quelque chose? C'est une question que j'avais envie de vous poser, de me poser à moi-même. Et d'abord, je vais vous dire de quelle, de quelle position je parle. Je trouve ça toujours important de savoir qui parle et à partir de quelle position. Je ne parle pas d'une position de quelqu'un qui n'a rien étudié. Non, j'ai étudié pas mal. 20 ans de Steiner, ça fait pas mal d'efforts, plus les traditions ésotériques, j'ai un peu papillonné de ci, de là, sans être spécialiste de rien. Je peux dire que je suis plus spécialiste de Steiner parce que ça j'ai vraiment approfondi, le reste j'ai un peu papillonné pour ne pas rester enfermé dans un système. Donc le savoir pour moi est important et a joué un rôle dans ma vie. Et c'est sûr que ça m'a aidé à structurer ma psyché, à avoir certains calmes intérieurs, à savoir avoir à changer ma relation à mes émotions, qui est quand même plus calme que quand j'étais jeune. Ça, oui. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette quête du savoir, à un moment donné, ça arrive à une limite. Et autant l'acquisition de savoir est certainement une phase importante, autant à un moment donné d'arriver à cette limite ou de sentir cette limite approcher, ça me paraît un moment vraiment clé dans l'évolution de l'âme. Quand je dis l'évolution de l'âme, c'est en fait, on pourrait presque parler de la fin de l'âme, parce que l'âme fonctionne sur le passé. Alors, l'âme, je ne veux pas faire compliqué, ésotérique, etc. Moi, j'appelle l'âme la psyché, c'est-à-dire les pensées que j'ai, les sentiments, les émotions, les désirs, les besoins, etc. Mon monde intérieur, pour moi, l'âme, c'est ça, mon monde intérieur. Donc, pas aller chercher des complications. Tout ce qui se passe en moi et la manière dont mon monde intérieur évolue, grandit, avec la question est-ce que c'est moi qui le fais évoluer ou est-ce que ça évolue de soi-même, hein. Et quand on étudie, quand on médite ce qu'on étudie, on agit directement dans sa propre évolution. On a l'impression d'avoir une certaine mainmise sur sa propre évolution. Peut-être jusqu'à un certain degré, c'est juste. Maintenant, je me demande, honnêtement, je me demande. L'âme grandit un peu comme une plante grandit, il faut l'arroser, il faut s'en occuper, il faut en prendre soin. Mais en fait plus comme un jardinier qui aide à la croissance que comme quelqu'un qui fait la croissance. C'est un peu comme le corps, aussi, hein, on le nourrit, mais c'est pas nous qui le faisons grandir, qui avons ça sous contrôle. Euh, Ce qui est intéressant avec l'âme, c'est qu'elle fonctionne sur la mémoire. L'âme, en fait, c'est des programmes. C'est un peu brut de coffrage d'exprimer ça comme ça, mais bon, c'est la structure, c'est notre forme, c'est ma forme psychique. Comme j'ai une forme physique, j'ai une forme psychique, je peux appeler mon âme. Et cette forme psychique a des besoins, cherche de la nourriture. Et c'est exactement cette recherche incessante de nourriture de l'âme qui fait qu'on étudie, qu'on médite. Voilà. Et il y a un besoin fondamental de connaissance et un espoir dans ce besoin de connaissance que ça va aboutir à quelque chose. Et, et l'espoir peut-être de pouvoir manipuler sa propre croissance, de pouvoir en être le maître. Mais étant donné qu'on est dans un besoin qui vient du passé, qui vient des mémoires, qui vient de certaines formes qui m'est donnée par mes mémoires, mémoire héréditaire, mémoire peut-être karmique, bon, on ne va pas entrer dans les détails là-dedans maintenant, mais se dire que savoir que l'âme est fondée sur la mémoire, sur le passé, et sur le besoin de nourriture. Donc ce besoin, ce désir de connaître,
porte en lui-même en fait sa propre limite. Parce qu'il y a quelque chose d'éminemment pas libre dans ce désir. Et il y a quelque chose qui ne peut pas aboutir. Donc on est sans arrêt dans l'étude, avec l'espoir qu'on va aboutir quelque part, et la déception que ça n'arrive jamais vraiment. Enfin, moi, c'est mon expérience, 20 ans d'anthroposophie, je peux vous dire ça. Et quand je vois ceux qui pratiquent les chemins plus traditionnels, ben, je vois la même chose chez eux. Bon. Et c'est-à-dire, il y a un rapport à la mémoire qui, tant qu'on reste dans ce rapport à la mémoire, et on reste dans la course à atteindre sa nature profonde, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle n'importe quoi, et au fond à établir certaines stratégies pour atteindre cette nature profonde. Donc tant qu'on est là-dedans, tant qu'on est dans la stratégie, on peut avoir des étapes quand même, des petites victoires temporaires, mais au fond, on revient toujours au fait que même s'il y a une expérience nouvelle, elle va être absorbée par l'ego, c'est-à-dire par la densité mémorielle de l'âme, par ce qui fait que on se reconnaît soi-même comme ayant une certaine forme. Donc ce qui répète une forme, c'est ce qui fait qu'une forme existe dans le temps, continue d'exister dans le temps, c'est la répétition du même. Et l'âme va chercher à se nourrir de ce qu'elle connaît du même pour se renforcer elle-même. C'est-à-dire, j'ai ma forme psychique, et ça me donne un sentiment de sécurité, tout ce qui renforce cette forme-là. Donc j'ai un certain programme qui vient du passé, et ce programme cherche à se reproduire lui-même et cherche une nourriture dans le monde qui va le renforcer. Et c'est ça qui est important. Donc tout ce qui va sécuriser le programme, ça va être une bonne nourriture, et ce qui va le mettre en danger, oui, là, ça va être autre chose. Donc comme on est une période en ce moment où l'insécurité grandit de plus en plus à l'extérieur, le problème de la sécurité intérieure, qu'est-ce qui me donne une vraie sécurité intérieure, se pose de plus en plus de manière acute. Donc voilà, ce processus de recherche de nourriture pour sécuriser ce qui était déjà connu, pour maintenir ma forme que je connais, ça c'est c'est ce qui sous-tend l'appétit de connaissance. Enfin, il y a quelque chose dans l'appétit de connaissance qui est lié à ça. Mais seulement en faisant ça, en même temps, on acquiert quand même une faculté, d'abord par l'intellect, c'est-à-dire une faculté qui quand même se dégage petit à petit des besoins de l'âme, des besoins psychiques. Donc il y a une espèce de paradoxe, c'est tout en nourrissant les besoins psychiques, donc en nourrissant ma forme que je connais déjà, il y a quand même une objectivation, une connaissance plus objective qui se dégage, c'est-à-dire enfin une capacité déjà par l'intellect de pouvoir penser en dehors de mes propres besoins. Et là, il y a un petit degré de liberté qui s'acquiert. Je ne suis pas seulement en train de vouloir combler un besoin de sécurité intérieure par la connaissance, ou un besoin de connaissance, de répétition, ou même de participer à ma propre croissance, parce que ça me rassure aussi. Et cette chose qui se développe intellectuellement va mettre en danger en même temps l'âme qui elle-même le nourrit. Donc il y a une espèce de paradoxe qui commence à se créer intérieurement. Et à partir de cette vision plus intellectuelle, on va commencer à voir la limite du processus de connaissance lui-même. C'est-à-dire que à un moment donné, la connaissance qu'on crée va devenir une menace pour sa propre forme, alors qu'elle émane de cette forme. C'est-à-dire qu'on va voir que l'accumulation de connaissances ne peut faire que de l'accumulation de connaissances,
et que tant qu'on reste dans l'accumulation de connaissances, on reste dans sa prison animique, c'est-à-dire dans sa sécurité, c'est-à-dire dans sa forme, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche, c'est-à-dire quelque chose qui nous libère. Donc voilà, c'est les forces en présence. Donc il y a un moment donné où en fait l'âme se rend compte elle-même qu'elle doit mourir pour obtenir au fond ce qu'elle veut vraiment, c'est-à-dire sa libération, se libérer de sa forme, mais en même temps c'est la peur de la mort est la racine même de l'âme, on peut dire. Donc voilà, il y a ces forces-là, c'est peut-être un peu compliqué comme je l'explique, parce que je découvre en même temps que je parle même. Et donc voilà, il y a le savoir et il y a l'inconnu. Je reviens un peu à ce dont Krishnamurti parle tout le temps, mais je crois qu'à un moment donné, on arrive forcément à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les tenants de la tradition, par rapport à Krishnamurti, pensent être plus avancés que Krishnamurti. Mais moi, je crois que c'est tout à fait l'inverse. Quand on est dans la tradition, on est forcément dans le niveau de l'âme, parce qu'on est dans le passé qui veut se répéter lui-même, et on crée une notion de Dieu qui est la limite de l'âme, en fait, et on crée tout un processus d'élévation spirituelle, mais qui est tout à fait qui reste tout à fait dans le fait de remplir le désir de l'âme. Alors que Krishnamurti, lui, il dit à un moment donné, oui, non, tout ça, ça doit mourir, je dois sortir du passé si je veux me libérer. Et c'est-à-dire que lui, il passe à l'esprit, en fait. C'est la différence entre l'âme et l'esprit. Il y a quelque chose de la vibration de l'esprit qui peut arriver en nous au moment donné où on sort de la mémoire, on sort de la sécurité de la mémoire. C'est-à-dire que là, on arrive à quelque chose de vibratoire, on arrive à quelque chose qui est dans le présent, on arrive à quelque chose qui envisage l'inconnu. Et en même temps, dès que ça devient une stratégie, paf, on est à nouveau dans le passé. Donc, mais à chaque fois qu'on a une petite dose d'inconnu, une petite dose de vibration de l'esprit même qui peut nous atteindre, c'est quand même quelque chose que l'âme enregistre. Donc elle en transforme ça en passé immédiatement, et ça commence à la nourrir par l'autre côté, déjà par le côté de l'esprit. Disons, j'aime mieux dire le côté du réel. Tant qu'on est dans la mémoire, on n'est pas dans le réel. Et on cherche le réel. Profondément, pourquoi on cherche le réel? Parce qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va. Mais intuitivement, on sent qu'on peut le savoir. C'est ça qu'on cherche. On veut être réel, on veut ces moments de réalité, on veut sortir, on veut ces moments où on sort de cette auto-hypnose permanente du passé, de l'âme qui veut maintenir sa forme, pour tout d'un coup être dans le réel. Et souvent, dans la vie, quand il y a un choc, quelqu'un qui meurt, un accident, un truc brusque comme ça, on a ces moments de réalité, où là il n'y a même plus d'émotion, il y a un truc de boum, ça c'est réel. Et le réel est absolument incompréhensible à l'âme. Il est indigérable. Qu'est-ce que ça fait ça? Bon, ça a coupé apparemment. Je reprends. J'espère que ça a enregistré tout ça. Donc ces moments de choc, c'est des moments où on est comme ça. Et en fait, parce que le réel est tellement réel qu'on n'en a pas on ne peut pas le digérer. Mais en même temps, c'est des moments où quelque chose s'engouffre de l'ordre de la réalité qui sort de l'auto-hypnose. Voilà, donc il y a cette idée, il y aurait beaucoup plus à développer entre le rapport à la tradition, une espèce d'illusion de ceux qui sont dans la tradition, je dois dire. Et enfin, il y a beaucoup d'illusions dans ce chemin-là. Enfin voilà, je voulais poser ces choses-là, plus en tant que question, en tant que recherche, et voir si ça peut-être quelque chose de raisonnable, j'espère. Voilà, à bientôt, au revoir.